Bonjour et bienvenue dans cette troisième saison de Parlons épigénétique, le podcast scientifique bilingue présenté par le Consortium canadien de recherche en épigénétique, environnement et santé, animé par le comité étudiant. Nous interviewons des scientifiques canadiens réputés pour parler de leur carrière, leurs recherches et bien sûr leur passion pour l'épigénétique. Cette semaine, Camille Souchet et moi-même, Laureline Charrier, avons le plaisir d'interviewer le docteur Steve Bilodeau, professeur agrégé à la faculté de médecine de l'Université de Laval et titulaire de la chaire de recherche du Canada en génomique transcriptionnelle. Chercheur régulier au sein de l'axe oncologie du centre de recherche du CHU de Québec Université Laval depuis 2012, le docteur Bilodeau est reconnu pour son expertise en génomique transcriptionnelle. Dans cet épisode, il nous parle de ce qui rend le travail en laboratoire si captivant, explore les découvertes en génomique et oncologie et met en lumière l'importance de la collaboration et de l'innovation pour faire avancer la recherche. Merci de suivre notre série de podcasts et bonne écoute. Bonjour Steve, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur le podcast THRC. Et une question par laquelle on aime bien commencer, c'est que vous pouvez vous présenter quelques mots. Oui, mon nom est Steve Bilodeau. Je suis professeur à la faculté de médecine de l'Université Laval depuis maintenant 2012-2013. Mon laboratoire fait partie du centre de recherche du CHU de Québec, Université Laval. Et je suis aussi membre de centre de recherche universitaire en données massives, centre de recherche sur le cancer et l'Institut Intelligence et Données à l'Université Laval. Donc, mon équipe s'intéresse à la régulation de l'expression des gènes dans le contexte principalement du cancer. Et donc, pour essayer de comprendre un petit peu pourquoi vous en êtes arrivé là, on aime bien un peu s'intéresser à votre parcours scientifique. Et puis, plus spécifiquement, qu'est-ce qui vous a intéressé au départ vers la science? Qu'est-ce qui vous a amené là au début? J'ai commencé mon parcours, en fait, j'ai fait un baccalauréat en biologie à l'Université de Sherbrooke. Et à la fin des années 90, il y avait commencé un programme avec des stages coopératifs. Donc, il y avait 3 stages obligatoires durant la formation de baccalauréat. Donc, ce qui me permettait de voir un peu la recherche, aller voir un peu dans les laboratoires, voir un peu comment ça se fonctionnait. Et je trouvais ça intéressant. Je trouvais la liberté intellectuelle de faire de la recherche intéressante. Quand j'ai fini mon bac, j'ai regardé un peu pour les opportunités pour faire les études graduées. L'expression des gènes m'intéressait déjà un peu, la réponse hormonale m'intéressait un peu. Donc, j'avais fait des entrevues à différents endroits et j'ai finalement été faire ma maîtrise, mon doctorat à l'IRCM avec Jacques Drouin, qui s'intéressait à différentes choses, mais des concepts de biologie du développement, mais aussi de régulation transcriptionnelle, de régulation hormonale. Donc, j'ai fait ma maîtrise, j'ai fait un passage direct, donc je fais mon doctorat là, avec un programme de l'Université de Montréal en biologie moléculaire. Puis après, en 2007, je suis parti faire un post-doctorat au MIT avec Rick Young pendant 5 ans, où là, on s'est plus intéressé aux cellules souches embryonnaires, l'épigénétique, faire des criblages génétiques pour comprendre quel gène était important pour la régulation de ces cellules-là. Évidemment, on a tombé sur beaucoup de régulateurs épigénétiques, donc on a étudié un peu leurs fonctions. De ce postdoc-là, on m'avait offert ici à l'Université Laval une chaire de recherche pour venir visiter mon labo, que j'avais accepté il y a une douzaine d'années maintenant, puis que je suis ici depuis. Dans votre parcours professionnel, vous êtes orienté plutôt donc vers l'académique et plutôt que l'industriel. Et puis, qu'est-ce qui a guidé un peu votre choix là-dedans? Ouais, c'est une bonne question. Je pense que c'est vraiment une question d'intérêt. Quand on était installé à Boston, des opportunités d'aller travailler au privé, il y en avait beaucoup. Il y avait beaucoup. On était dans l'environnement du MIT. Il y a beaucoup de mes collègues qui s'en allaient dans des startups ou qui partaient des startups ou qui s'en allaient travailler pour des grandes pharma. Moi, ce qui m'intéressait dans l'académique, c'est relativement simple, d'avoir le loisir de faire ce que je veux, puis de choisir des projets qui m'intéressent, pour lesquels,
justement, j'ai une motivation personnelle à travailler sur ces projets-là. C'est sûr qu'il faut que tu trouves moyen de les financer, là, ces projets-là. Ils sont pas. Tu peux toujours faire ce que tu veux dans la limite de ce que tu as comme budget disponible. Mais c'est vraiment ça moi, qui m'intéressait le plus. Ce qu'ils vont définir comme étant la liberté académique. Là. Il y a personne qui peut te dire quoi faire. Donc, tu définis toi-même c'est quoi tes orientations, qu'est-ce que tu crois qu'il y a de la valeur. Puis ça, je pense que c'est le plus intéressant pour moi dans la recherche académique. Et on sait bien sûr que quand on est chercheur, on a quand même un emploi du temps assez complet, mais on voulait aussi s'intéresser à ce que vous pouviez faire en dehors, peut-être vos passions, qu'est-ce qui vous anime en dehors de la science pour vous détendre, par exemple. Ah, ben, tu sais, c'est l'équilibre travail-famille, je pense que pour le chercheur, c'est assez compliqué, hein, tu sais, entre le travail de professeur, le travail de chercheur, les heures sont assez nombreuses. Alors, personnellement, moi, j'aime les activités où relax. Tu sais, je suis pas tellement dans les sports. Tu sais, je vais être plus autour à la maison. L'avantage à Québec, c'est qu'on peut habiter avoir des grands terrains, pouvoir un peu s'amuser, ce qui est différent un peu de la vie en ville, mettons à Montréal ou à Toronto. Donc, je passe beaucoup de temps à l'extérieur, surtout l'été, tu sais, le terrain, le jardin, à m'amuser là-dedans. Puis, une des raisons principales, c'est que c'est pas compliqué, ça prend du temps, tu as du temps pour réfléchir, mais c'est du temps qu'il n'y a pas, c'est du temps de qualité que tu as avec toi-même pour réfléchir. Puis des fois tu as des bonnes idées. Il y en a qui vont dire, ah, moi, mes idées, je les ai en prenant ma douche le matin, là. Mais moi, c'est plus, justement, en jouant à l'extérieur, en taillant les arbres, que j'ai le temps de réfléchir, puis de faire, ah, OK, ah, ben ouais, tu sais, on pourrait faire ça ou on pourrait penser à telle chose. Sinon, ben, c'est sûr que là, maintenant, les enfants, en grandissant, ils prennent plus de temps un peu. Donc, il y a des activités la fin de semaine, il y a donc, c'est de gérer ça. Mais moi, personnellement, je suis pas. Tu sais, quand j'arrive à la maison, tu sais, la journée de travail est terminée, puis je passe, tu sais, oui, je vais faire des courriels, des choses comme ça la fin de semaine, là, mais je passe pas mes fins de semaine à lire des papiers, puis des grants, puis écrire des demandes de subvention, là. C'est pas une vie. Ouais, c'est important d'avoir quand même un équilibre entre le professionnel et le Ah, c'est personnel ça. quand même. C'est ça, c'est d'essayer de trouver une certaine balance qui fait que, ben, justement, que les gens n'arrivent pas à la fin de l'année, puis, tu sais, comme là, on est le vendredi avant la pause des fêtes, puis que là, ils sont complètement exténués, là, puis tu sais, je pense que, tu sais, ça va arriver, là, des semaines de 50 60 heures, là, mais c'est pas la norme, là. Tu sais, en tout cas, moi, je vise pas que ça soit la norme, mettons ça comme ça. C'est marrant parce que je pense que vous êtes le troisième professeur qu'on interview qui nous dit vraiment le jardinage, c'est quelque chose dans lequel ils investissent du temps. Et en fait, c'est un temps qui est vraiment calme et qui permet de faire le vide un peu autour et de... Ben, Ouais, c'est ça. c'est ça, c'est un temps qui est, en tout cas pour moi, tu sais, puis tu sais, tu sais, ça peut être n'importe quelle activité du même type, mais Mhm. c'est des activités tu sais, c'est ça, il y a pas personne, il n'y a pas de règles, tu sais, tu fais ce que tu veux, et il n'y a pas c'est ça, tu essaies des affaires, si ça marche pas, c'est pas grave. Si t'as mis ta plante à la mauvaise place ou si ton plant de tomate pousse pas, il n'y a pas de conséquences réelles. Donc c'est ça. Il y a pas d'enjeu majeur. Tu sais, si tu t'as une demande de subvention, puis tu sais que la demande de subvention ne passera pas, puis il y a des gens qui vont peut-être perdre leur emploi à cause de ça, c'est pas le même niveau de stress. Ça n'a pas le même niveau d'engagement. C'est sûr. C'est plus concret aussi que parfois quand Oui. les réflexions qu'on peut avoir qui sont quand même très abstraites, là, c'est le jardin, ça reste très concret, très manuel. Ouais, non, c'est ça, tu sais. Puis, tu sais, des fois, ça va être
construire des choses, là, tu sais, juste, on a besoin d'une boîte à fleurs ou quelque chose. Ben là, tu vas passer quelques heures à faire un dessin, à faire, OK, ben, oui, avec les enfants, à faire une cabane à oiseaux. Bon, OK, on va en faire une cabane à oiseaux. Tu sais, c'est pas compliqué, mais ça te fait décrocher de ce que Ouais. tu fais au jour le jour. Puis, c'est ça, tu sais, c'est des choses qui sont simples, qui sont souvent manuelles, qui ne demandent pas trop de réflexion. Ça fait que si tu n'as pas besoin de trop de réflexion, bon, ok, si tu fais une cabane à oiseaux, faut que tu calcules tes choses puis tes angles, sinon elle peut être croche un peu. Euh, mais, mais c'est ça, je pense que c'est ça l'idée, c'est de faire quelque chose d'autre qui fait relaxer un peu, Mhm. puis là, ça te permet de décrocher, puis après ça, tu sais, de réfléchir à d'autres choses, ou des fois voir les choses un peu différemment. Mais de manière générale, vous faites partie du CHRC, qui est un consortium d'épigénétique. Est-ce que vous avez une définition assez simple de ce qu'est l'épigénétique pour vous? Bah, pour nous, l'épigénétique raccroche pas nécessairement à la définition des puristes, mais tu sais, pour nous, la définition d'épigénétique, c'est vraiment toute l'information qu'on vient ajouter sur la séquence d'ADN qui permet l'expression des gènes. Disons qu'on n'accorde pas nécessairement une grande importance à la partie transmission, si l'information a besoin d'être transmise à travers les générations. Donc, on inclut là-dedans toutes les protéines qui peuvent venir se lier et influencer sur l'expression des gènes. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment ça. Au final, qu'est-ce qui va faire qu'un gène va être actif, plus ou moins, ou il va être réprimé. Donc, tous ces mécanismes-là, on les inclut dans notre définition d'épigénétique ou d'épigénomique pour certains. Et de manière un petit peu plus précise, est-ce que vous pourriez expliquer comment l'épigénétique est impliquée dans votre travail? Par exemple, quels aspects vous étudiez dans votre laboratoire, par exemple dans le contexte des cancers hormonodépendants, comment c'est impliqué dans votre travail? Ben, nous, on s'intéresse, on a plusieurs questions, comme je disais, au centre de nos intérêts, c'est la régulation de l'expression des gènes. Donc, la plupart des mécanismes vont converger vers le contrôle de l'expression, surtout si on s'intéresse à ce qui se passe dans l'environnement. Donc, tous les stress environnementaux, ces choses-là vont venir converger sur l'expression des gènes par des mécanismes qui sont des mécanismes épigénétiques. Donc, on s'est intéressé un peu à la réponse au stress, mais disons que dans le contexte un peu plus du cancer de la prostate, récemment, ce qu'on a commencé à faire, c'est voir un peu la différence entre, donc pour mettre un peu en contexte, le cancer de la prostate a des facteurs environnementaux qui viennent influencer sur la progression de la maladie, la nutrition, l'exercice, des choses comme ça. Et le traitement, un des traitements principaux pour cette maladie-là est dépendante sur les androgènes, donc sur le récepteur aux androgènes, qui est un facteur de transcription. Donc, les anti-androgènes sont un mécanisme, en fait, sont un des médicaments qui est donné aux patients qui ont le cancer de la prostate. Donc, un des projets qu'on a en cours en ce moment, c'est de s'intéresser justement, c'est quoi la contribution de la diète, de la nutrition au programme d'expression des cellules prostatiques versus venir jouer avec la voie des androgènes. Dans les deux cas, fort probablement, on vient affecter des mécanismes épigénétiques. Donc, on est en train d'essayer de comprendre. Donc, nous, on fait un peu l'argument qu'une intervention euh, style de vie, ouais, donc, théoriquement, c'est une intervention épigénétique. On ne vient pas modifier l'information du génome, on vient changer les conditions environnementales qui font que l'expression des gènes va changer. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on s'intéresse à l'épigénétique. On s'intéresse un peu d'un point de vue général translationnel, mais aussi un peu du point de vue moléculaire. Donc, on va s'intéresser comme le récepteur aux androgènes, donc il y a une capacité d'activer et réprimer certains gènes. On comprend assez bien l'activation, pas tellement la répression. Donc, on s'intéresse un peu à ces questions-là d'un point de vue moléculaire aussi. Donc, pour étudier ça, est-ce que dans votre laboratoire, vous avez une technique particulière qui se rapprocherait à l'épigénétique que vous utilisez? Beaucoup de ce qu'on fait est basé sur
les facteurs de transcription. Donc, on s'intéresse beaucoup à la chromatine, la liaison des facteurs de transcription. Donc, on utilise beaucoup l'immunoprécipitation de chromatine, donc pour regarder la localisation des facteurs. De plus en plus, je dirais, nos questions de recherche vont nous amener vers des enjeux d'hétérogénéité de tissu, des concepts développementaux aussi. On a tendance à avoir des concepts développementaux qui réapparaissent dans le cancer. Donc, je pense que de plus en plus, on va évoluer vers les approches à cellules uniques. Donc, on peut faire un peu d'épigénomique avec l'épigénétique en cellules uniques. Donc, je pense que ces approches-là, c'est ceux-là qui vont venir s'introduire dans les prochaines années. Mais au cœur de ce qu'on fait en ce moment, c'est beaucoup d'immunoprécipitation de chromatine, beaucoup de localisation de facteurs couplés avec des données d'expression des gènes, donc de profilage de données transcriptomiques. Et donc, vous avez commencé un peu à en parler avec, par exemple, les cellules uniques, mais on voit qu'il y a quand même beaucoup d'avancées qui sont faites en épigénétique au cours des dernières années. Et donc, une question qu'on aime bien poser en général, c'est un peu comment l'épigénétique arrive à évoluer dans la recherche, quelles avancées permettent de faire progresser l'épigénétique dans la recherche, sa place, et comment on peut l'intégrer. Pour moi, l'enjeu principal est il y a un enjeu technologique, là, d'être capable de faire certaines choses. Mais ce qui manque beaucoup encore, c'est la traduction de cette information-là dans des vraies données, des vrais échantillons cliniques réels. C'est pas une chose qui est souvent facile à faire parce que les échantillons sont limités. Les échantillons intéressants, habituellement, vont s'en aller en pathologie parce que c'est ça qui est la priorité. Ils ne vont pas s'en aller vers la recherche. Ce qui est disponible est beaucoup plus limité. Je pense qu'une des choses qui va être importante, c'est de faire ce transfert-là d'informations vers des échantillons réels. Mais il y a des enjeux qui sont importants. Donc, les échantillons sont souvent hétérogènes. Donc, ça va passer, je pense, par les approches en cellules uniques. Est-ce que ça va passer par les approches en solution où on défait le tissu, puis on regarde les cellules uniques? J'ai des doutes, j'ai des forts doutes. Est-ce que ça va passer par les approches spatiales où là, on peut aller voir la position des cellules en plus d'avoir l'information en cellules uniques? Je pense que ça a beaucoup plus de chances parce que ces échantillons-là sont beaucoup plus proches des échantillons qui existent en pathologie aujourd'hui. Donc, il y a des chances qu'on peut y accéder plus facilement. L'autre aspect que je dirais, c'est il y a beaucoup des protocoles qui peuvent être intéressants, mais il va falloir qu'ils soient diminués de taille pour pouvoir travailler avec des plus petites quantités d'échantillons. Si je vais avoir un clinicien puis je lui dis j'ai besoin de, je sais pas, l'équivalent de 50 millions de cellules cancéreuses, il va dire non, c'est pas possible. Donc, je pense que de ce côté-là, il y a beaucoup de choses qui pourraient être appliquées, mais ça va demander d'être adapté pour le peu d'échantillons qui sont souvent disponibles pour les trucs cliniques. Toujours un peu en lien avec ce que vous venez de dire, est-ce que, on va dire, dans un monde un peu idéal où vous pourriez avoir n'importe quelle approche ou technique que vous voudriez, est-ce qu'il y a quelque chose qu'actuellement vous ne pouvez pas vraiment faire, que vous aimeriez pouvoir intégrer? C'est une bonne question. Si j'avais l'information aujourd'hui sur différents types de tumeurs, différentes réponses au traitement en cellules uniques contenant plusieurs informations, là, donc ce qu'on met dans la catégorie des multiomiques, là, ça commencerait à être vraiment intéressant. Par exemple, si je prends le cas du cancer de la prostate, si j'étais capable d'avoir en cellule unique l'information de la liaison du récepteur aux androgènes, mettons l'ouverture de la chromatine et la transcriptomique, je pourrais commencer à faire des analyses que je ne peux pas faire maintenant. Puis qui seraient extrêmement informatives pour comprendre la réponse au traitement, pourquoi ça répond des fois, pourquoi il y a des cellules qui ne répondent pas. Donc, on pourrait vraiment faire
le breakdown, la stratification des différents types de cellules, puis étudier ces mécanismes-là dans le détail. On s'en vient vers ce genre de technologie-là. Et pour l'instant, souvent, ça va être plus des technologies qui sont développées dans des labos uniques, technologies qui sont commercialement disponibles. Mais c'est le genre de choses qui seraient, pour moi, seraient des percées qui seraient vraiment intéressantes. Tout ce qui nous permet de mieux décortiquer l'hétérogénéité, puis comment les cellules interagissent ensemble au niveau de la tumeur, je pense que c'est la clé pour comprendre beaucoup de choses en cancer. Donc, vous dites qu'il y a vraiment besoin de peut-être les protocoles pour pouvoir mettre moins de cellules, mais en fait, c'est assez étonnant de voir la quantité d'informations qui est générée quand même à travers tout le séquençage, et puis avec en plus, c'est la stratification qu'on peut faire, de regarder les marques épigénétiques ou l'ouverture de la chromatine. Est-ce que vous voyez ces analyses-là comme un enjeu également aussi, avec une quantité de données qui est quand même assez importante? Générer les données, c'est la partie facile. Tout ce qui sépare quelqu'un de générer des données, c'est avoir l'échantillon et de l'argent. Donc, cette partie-là, puis habituellement, la plupart des centres, ils vont avoir des plateformes technologiques qui peuvent processer les échantillons, qui peuvent générer les données. Analyser les données, c'est le nerf de la guerre. On pourrait mettre aussi là-dedans le stockage des données, parce que là, si on parle de données de modèles de souris ou des choses comme ça, c'est pas un problème. Mais tu vois, quand on commence à travailler avec les données de patients, donc il y a un problème au niveau du stockage, au niveau de la protection de cette information-là. Donc, ça prend des infrastructures sécurisées pour analyser les données, pour les stocker, pour éventuellement les partager aussi. Donc, c'est clair qu'il y a un enjeu important de ce côté-là. Personnellement, dans les dernières années, c'est pour ça que je me suis impliqué un peu plus localement j'ai joint le Centre de recherche en données massives, l'Institut Intelligence Données, parce que leur expertise, eux, c'est comment on travaille les données, comment on vient intégrer. Puis quand on commence à s'intéresser aux questions qui sont plus cliniques aussi, on peut générer des données épigénétiques, omiques en général, mais ce qui devient intéressant, c'est de recouper ces données-là avec les données clinico-administratives, les données de traitement, les données d'imagerie de ces patients-là, si quelqu'un qui s'intéresse à la radiomique. Donc, du moment qu'on fait cette transition-là, on rentre dans la donnée clinique et là, ben, c'est pas les mêmes règles du jeu, là. On peut pas, ouais, on peut avoir accès, mais tu sais, les règles pour avoir accès aux données au Québec, c'est pas les mêmes qui vont être les règles en Ontario. Donc, les lois sont pas pareilles, sont de faire le consentement, puis tout ça. Donc, absolument. Je pense que la gestion de la donnée en général, là, qui va d'une fois mettons, que ça sort des séquenceurs jusqu'à temps que ça soit une figure publiable, là, tout ce qu'il y a entre les deux, ça va être le nerf de la guerre pour plusieurs années. Et est-ce que vous pensez qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, ça pourrait aider à moduler tout ça et à traiter ces données, par exemple? Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est un algorithme qui permet de traiter la donnée au même titre que n'importe quel autre algorithme. Après ça, ça dépend de la question de recherche, ça dépend du type de données, mais c'est sûr qu'il y a des applications qui sont le fun, c'est sûr qu'on l'utilise beaucoup. Puis des fois, tu sais, ça va être des questions hyper simples. Par exemple, je pose la question, j'ai le traitement A, j'ai le traitement B, c'est quoi la différence? Ben oui, on peut regarder les régions qui sont différentes, les gènes qui sont différents, puis essayer de se faire une idée, regardant les listes, puis en utilisant une approche par candidat, puis mais aussi, on peut poser la même question en disant, mais regardez, moi, je vais utiliser l'intelligence artificielle, puis au lieu de regarder les listes, je vais demander c'est quoi les éléments spécifiquement qui séparent la condition A de la condition B. Donc, lui, il va arriver, lui, c'est pas une personne, là, mais disons, l'algorithme d'intelligence artificielle ou de machine learning, et il va dire, ben regarde, moi, basé sur l'information que j'ai, voici les éléments qui différencient A de B. Est-ce qu'il a fait un meilleur choix
que le chercheur ou la personne que c'est son projet, puis qu'il a déjà une idée de d'autres informations, de quelque chose qu'elle a entendu de son voisin, ça dépend de la question. Mais est-ce que ça va aider? Oui, parce que ça permet de faire des choses qu'on ne faisait pas avant. Est-ce que toute l'information qui sort de ces outils-là est pertinente et mérite d'être publiée dans Nature Cell Science? Peut-être que non. Donc, mais l'intelligence artificielle est certainement là pour rester. Donc, si j'ai un conseil à donner, commencez à vous y intéresser maintenant. En fait, vous êtes déjà en retard si vous n'avez pas commencé à vous y intéresser. Maintenant, on aimerait bien s'intéresser un peu plus à vos projets récents. Pour commencer, moi, je trouve ça vraiment super intéressant dans vos publications. C'est vraiment de la recherche très fondamentale sur des mécanismes de régulation que vous avez commencé à publier. Puis après, ça s'en va plus vers des choses très cliniques, un peu plus appliquées. Est-ce que vous pouvez nous décrire comment vos projets ils ont débuté dans votre laboratoire? Comme j'ai mentionné un peu au début de la discussion, mon parcours. Donc, en terminale postdoc, on s'intéressait vraiment aux cellules souches, régulation transcriptionnelle, les mécanismes. Donc, le labo a commencé sur ces fondations-là. Mais graduellement, c'est toujours une question de contexte, une question d'intérêt, il y a une question de financement aussi. La biologie fondamentale, mécanistique, est de plus en plus difficile à financer. Puis, je pense pas que ça va s'améliorer à court terme. Donc, stratégiquement, il y avait aussi un intérêt d'aller peut-être de plus en plus vers des projets qui sont un peu plus translationnels, un peu plus proches de questions des patients. Puis, c'est en discutant donc ici, je fais partie, pour le Centre de recherche du Sud-Québec, je fais partie de l'Axe Oncologie. Donc, on est en contact avec des cliniciens, avec des gens qui ont des visions un peu différentes de ce que l'oncologie est, malgré qu'on ait beaucoup de biologie fondamentale. Puis en discutant, puis en disant, nous autres, c'est tel genre de questions qui nous intéressent. Moi, j'ai accès à tel type d'échantillon. Puis là, on a commencé comme ça à se poser la question, OK, mais est-ce qu'il y a des questions qui nous intéressent d'un point de vue régulation transcriptionnelle, qui, au lieu de le faire en cellule, je pourrais le transférer dans des échantillons de patients. Il y a des limitations, la quantité de matériel, ce qu'on discutait tantôt, mais on a trouvé des questions qui pouvaient nous intéresser. Donc, la transition s'est faite vers ça, qui est graduellement, mais au cœur, si on prend, mettons, le financement actuel du labo, c'est comprendre la régulation transcriptionnelle par les récepteurs nucléaires stéroïdiens, donc les récepteurs estrogènes, androgènes, glucocorticoïdes. Donc, si on t'intéresse au cancer du sein, au cancer de la prostate, c'est ces récepteurs-là qui sont au cœur de ces maladies. Donc, on extrapole certains des concepts, mais on fait juste les amener plus proches des échantillons cliniques. Est-ce qu'on va complètement arrêter de faire des projets de biologie moléculaire fondamentale? Je pense pas. C'est juste qu'ils sont toujours encadrés dans le contexte d'une problématique qui est plus proche. Par exemple, ça va être réponse ou résistance à un traitement, ça va être justement l'impact de la diète, ça va être des questions ou ça va être des questions de single cell, de cellules uniques, de trajectoire de cellules. Mais qui sont ancrés dans des concepts de régénération du tissu ou d'essayer de coller les questions qui nous intéressent à des enjeux qui sont un peu plus cliniques pour faire un tout un peu plus complet. C'est un peu ça qui est l'idée. C'est pas de se dénaturer complètement puis d'abandonner les questions de recherche fondamentale. C'est un peu opportunistique, je dirais. Dans votre recherche, donc, vous partez plutôt des discussions avec des cliniciens et après, vous essayez de les modéliser ou alors c'est vraiment une question initiale et une réponse que vous trouvez dans les tissus que vous pouvez C'est avoir. un mélange de tout ça. Si je peux donner un exemple en particulier, donc les patients qui ont le cancer de la prostate de bas grade,
souvent, on va leur offrir la surveillance active. Donc, c'est-à-dire, on va dire, ben, c'est une maladie qui évolue pas très rapidement, donc on va vous suivre de façon annuelle, on va prendre des biopsies, on va s'assurer que le cancer ne progresse pas. Euh, il y a une autre option qui est de donner, disons, un médicament qui vient bloquer la conversion de la testostérone en DHT, en dihydrotestostérone, qui est le ligand principal du récepteur aux androgènes. Donc, c'est un anti-androgène qui est donné pour les hyperplasies de la prostate, entre autres, et autres choses. Donc, il vient affecter la transcription du récepteur aux androgènes. Dans les études cliniques épidémiologiques, ça fonctionne très bien, c'est-à-dire qu'on voit une diminution des cancers de bas grade. Le problème avec ce médicament-là, puis probablement pour ça qu'on ne le voit pas plus utilisé, c'est que ça semble associé avec une augmentation de risque d'avoir l'apparition de cancers plus agressifs. Donc, pourquoi? On ne sait pas vraiment. Puis dans le contexte d'une des études cliniques, on a fait une étude de transcriptomique, qu'on avait comparé, l'étude clinique comparait l'effet de la diète avec ce médicament-là pour comprendre un peu l'évolution au niveau des patients. Donc, on avait des données de transcriptomique. On s'est dit, ben, on a peut-être une opportunité intéressante là, d'utiliser ces données-là qu'on avait à différents points durant le traitement pour essayer de comprendre, ben, qu'est-ce que ça pourrait être les facteurs de risque associés au blocage de la voie des androgènes à ce stade-là. Puis là, on a identifié des gènes, puis on regarde du côté des mécanismes pour voir qu'est-ce que ça pourrait faire au niveau des cellules, ce genre de modification-là. Donc, il y a une question une question de régulation transcriptionnelle qui est mélangée avec un enjeu clinique. Où est-ce que ça va nous mener exactement? On ne sait pas à 100%, mais on a une bonne idée d'où est-ce qu'on voudrait aller. Ce qu'on voudrait faire, c'est d'essayer de montrer que tôt dans la réponse de ces patients-là, il y a des gènes qui sont exprimés de façon différentielle, qui comportent un risque. Après ça, est-ce que le risque va se développer? C'est une question de contexte, une question probablement de prédisposition génétique, d'environnement, de ci, de ça. Mais on essaie de comprendre ce genre d'enjeu-là. Et est-ce que, par exemple, soit pour optimiser un traitement ou identifier un biomarqueur, ou est-ce que parfois pourrait y avoir des cliniciens qui viendraient vous voir directement avec une question ou peut-être ils rencontrent une problématique dans leur pratique et qui viendraient vous voir pour essayer de répondre à ça? On vient de déménager dans un nouveau centre de recherche toute l'idéologie derrière ce centre-là, c'était d'essayer de favoriser ces interactions-là. Donc, que les chercheurs qui sont plus en biologie fondamentale côtoient les cliniciens un peu plus proches pour que justement ces collaborations-là s'établissent, puissent avoir un échange d'idées et dire, ben, regardez, moi, comme clinicien, j'ai cette problématique-là, j'ai ces échantillons-là. Est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On commence à en faire. Nous, on a des collaborations beaucoup avec le cancer de la prostate, mais je sais qu'il y a il y a d'autres gens qui seraient intéressés à faire des projets. Donc, on va voir dans les prochaines années, mais j'espère qu'il va y avoir de plus en plus de cliniciens qui vont cogner à ma porte en disant, regarde, j'aurais des idées, là. Y a-t-il quelque chose qu'on pourrait faire? En omique en général ou peut-être en épigénétique pour essayer de comprendre donc, la réponse au traitement ou pourquoi tel patient a tel phénotype versus un autre qui semble pourtant totalement identique. Donc oui, je vais le phraser différemment. Ça n'arrive pas assez encore. Il faudrait que ça arrive plus, les échanges entre les différents types de recherche. Puis j'inclurais aussi là-dedans des gens qui vont s'intéresser à l'imagerie médicale. Tu sais, c'est les physiciens médicaux donc, on discutait avec eux. OK, ben eux s'intéressent beaucoup plus à l'image. Nous, on s'intéresse aux gènes. Ben, comment est-ce qu'on est capable, à partir de l'image, de prédire une réponse au traitement, une certaine réponse du programme d'expression? Tout ce genre de questions-là, je pense qu'il y a des choses super intéressantes qui vont se faire. Mais il va falloir que les gens brainstorment beaucoup là, parce que c'est pas des questions. Ben, c'est là que l'intelligence artificielle va devenir intéressante et utile parce que là, ça devient trop complexe à gérer. On peut pas faire ça à l'œil nu à essayer de trouver les corrélations entre toutes ces données multimodales. Mhm.
Ouais, c'est sûr que ça rend très intéressant le fait que chacun ait un point de vue et une approche différente d'un potentiel même problème. Après, c'est sûr qu'il faut réussir à agencer tout ça ensemble. Ouais, le premier problème, c'est de trouver une date et une heure que tout le monde peut se rejoindre et discuter. Une fois que ça c'est fait, là, ben, c'est ça, c'est de voir chacun son point de vue, puis d'essayer de voir est-ce qu'on peut arriver avec une stratégie commune pour répondre à une question. Si le problème est bien défini, on va trouver une façon de l'attaquer, là, si on met assez de gens autour de la table. Si la question est claire, on va trouver une façon de faire. Sauf qu'il faut prendre le temps d'y réfléchir. Puis ça c'est le nerf de la guerre. Là. Tu sais, avoir assez de gens qui s'intéressent à une question précise, qui mettent leur énergie à essayer de voir comment on pourrait attaquer cette question-là. Du moment que ça c'est fait, ben, après ça, le limitant, ça va être d'avoir les bons échantillons, d'avoir la bonne technique, d'avoir. Mais le gros du travail est fait. Là. On a une dernière question. En général, on aime bien terminer notre podcast en vous demandant si vous avez un conseil ou une réflexion pour les auditeurs qui nous écoutent. Pour les étudiants? Ou les étudiants ou les auditeurs de manière générale. Ben, pour les étudiants, je dirais ne travaillez jamais sur un projet qui ne vous intéresse pas. Je pense que la motivation, ce qui est le fun dans la recherche, c'est d'être motivé par ce qu'on fait. Si ça vous motive pas, changez de projet, changez d'équipe, mais ça ne vaut pas la peine d'investir du temps sur quelque chose qui ne vous intéresse pas. Pour les auditeurs en général, je dirais participer. On a besoin des patients dans les études cliniques, les patients partenaires sur les projets de recherche. L'input qu'on a, la valeur de l'information qu'on a à partir des patients est décuplée comparativement, je pense, à ce qu'on peut faire sur des souris, des cellules. Puis la recherche maintenant, avec les nouvelles lois au Québec, est super bien encadrée. Donc, les données sont protégées. Il n'y a aucune. Souvent, ça va même donner des fois accès aux patients à des traitements nouveaux de pointe. Donc, de participer dans les études. Puis même des fois, on va recevoir des courriels là, si vous avez vos vaccins COVID, puis il y a des courriels de suivi qui sont faits. Participer dans ces sondages-là, cette donnée-là est ultra riche. Puis c'est là qu'on va aller chercher le maximum d'informations. Donc, participer en grand nombre est le message. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Parlons épigénétique. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à le partager. Pour plus d'informations, n'oubliez pas de visiter notre site internet thisisepigenetic.ca.